connaissance, je dirais, charnelle, même connaissance funeste d'une certaine manière. Je suis très heureux par ailleurs que mon intervention, ma communication vienne après celui de mon collègue et des frères représentés, parce que nous allons compléter d'une certaine manière. Son axe était celui de la transition, mon axe sera celui des accords politiques, avec comme je dirais mettre ligne force une question: comment saisir ces accords politiques par le droit. Et il a été rappelé, je n'y reviens pas, que cette question-là, du rapport entre ces accords, entre le politique et le juridique, entre ces accords et l'ordre constitutionnel, est une question qui est par excellence une question africaine, et je souscris à ce qui vient d'être dit, et en particulier au fait que nous avons en Afrique une phénoménologie constitutionnelle ou une phénoménologie à tendance constitutionnelle qui est propre à l'Afrique et pour lequel le droit constitutionnel devrait être considéré comme le champ de réflexion ou le champ de solution à la. Nous avons en Afrique un constitutionnalisme qui soit celui qui traite nos problèmes. Parce qu'après tout, j'ai tendance à le répéter un peu trop souvent, la Constitution, c'est d'abord une manière dont un peuple, dont un groupe décide de saisir son avenir, ses enjeux d'avenir, et de régler ses problèmes collectifs. Et nous avons ici cette question de la conflictualité politique qui débouche sur un raisonnement, sur un outil dont nous parlerons tout à l'heure de la nature, c'est les accords. Les accords que l'on appelle les accords politiques. Le rapport de ces accords avec le contrôle de constitutionnalité, avec la Constitution d'une manière générale, est un rapport plutôt problématique, bien plus que problématique. Cela a été suffisamment souligné hier, cela a été répété tout à l'heure. Nous tous ici, nous le savons, c'est un rapport problématique et je pense qu'il est important que cette question, il était important que cette question soit évoquée dans le cadre de la problématique que vous avez décidée, Madame la Présidente, dans la perspective de la consolidation de l'État de droit. Je pense que, en regardant ces accords, dans cette perspective-là, il y a peut-être des choses nouvelles, il y a peut-être des consciences nouvelles à élever. Et puisque nous sommes, vous l'avez placé dans cette perspective-là, je voudrais en profiter pour dire en nous que dans le débat autour des accords politiques, des accords de règlement de conflit, nous avons souvent, en tout cas moi personnellement, j'ai constaté qu'on a tendance à opposer droit et politique, à considérer que le droit est saisi par le politique à travers ces accords-là, et à émettre comme vœu, ou en tout cas comme exigence, que enfin le droit retrouve toute sa place et que la politique soit à nouveau saisie par le droit. Et je ne suis pas loin de penser que, je souscris à cela naturellement, mais je ne suis pas loin de penser que ceci relève d'une sorte d'erreur de perspective. L'état de droit a une consistance juridique, certes, mais l'état de droit est aussi d'essence politique. Nous avons évoqué les deux axes de l'état de droit depuis hier, depuis la leçon inaugurale, à savoir, d'une part, le règne du droit, et un règne du droit qui passe par un ordonnancement des règles juridiques, un ordonnancement des volontés. Or, cet ordonnancement des volontés, qu'est-ce? Je pense que, et c'est là que nous touchons le fond de l'état de droit selon moi, l'état de droit, c'est une manière de se donner une nouvelle légitimité, un nouveau fondement au pouvoir politique, et de se donner un nouveau fondement et une nouvelle légitimité à notre organisation commune. Cette légitimité, au fond de l'état de droit, c'est la légitimité par le peuple, et une légitimité par la délibération. Et on pourrait reprendre la théorie de la hiérarchie des normes, de ce point de vue-là, ce n'est que à la hiérarchie des normes correspond une hiérarchie des volontés. Et qu'est-ce qui fonde cette hiérarchie des volontés? C'est un mode de légitimité particulier, le rapport qu'ils ont à cette légitimité
légitimité qui permet de les ordonner. Et si j'insiste sur ce point, c'est parce que précisément, lorsqu'on aborde la question sous cet angle-là, on ne peut qu'être frappé. On ne peut qu'être frappé lorsqu'on regarde les accords de ce qu'ils sont par rapport à cet ordre de légitimité et par rapport à cette conception-là de l'état de droit. Venant de la République centrafricaine, nous sommes soulevés d'horreur lorsqu'on voit que deux chefs de bande peuvent se réunir, apposer leur signature en bas d'un papier, et que la volonté de ces deux chefs de bande est capable de neutraliser, voire de vider ce qui est l'expression de l'intérêt général, comme cela a été rappelé hier, de la Constitution jusqu'aux actes administratifs. Et donc, il y a quelque chose de choquant. Là, nous sommes dans un cas extrême, mais c'est la situation que nous vivons, d'une manière générale, au regard des accords politiques, et on ne peut pas rester indifférent face à cela. Et je pense qu'il y a besoin d'élucider. Nous, en tant que juristes et en tant que juristes participants de la doctrine, nous avons un devoir. C'est celui de mettre les mots justes sur les phénomènes que nous vivons, que nous observons, et il me semble que s'agissant des accords, nous avons un double effort d'élucidation à faire, et c'est à cela que je réserverai ces quelques minutes qui me restent. D'abord, d'élucidation des rapports des accords politiques au droit constitutionnel, avant de s'intéresser à l'élucidation des rapports de ces accords avec le contrôle constitutionnel. D'abord, sur le rapport au droit constitutionnel, j'ai déjà dit que ce rapport était un rapport plutôt problématique, mais l'élucidation ici est un peu à mettre une question préalable. Une question préalable avant d'en appliquer le contrôle de constitutionnalité. Parce que lorsque l'on regarde l'état de la doctrine, les écrits sur les accords politiques, il y a une gêne, une très grande gêne, sur la manière de saisir juridiquement ces accords-là. Et ces quelques observations n'auront pas d'autre sens que de poser quelques questions frontalement pour que nous ouvrions le débat, que nous ouvrions clairement peut-être sur le bon terrain qui est le terrain juridique en rapport avec l'état de droit. Et ce premier terrain, c'est la question de savoir quel est le rapport de ces accords politiques avec le droit. Est-ce que ce sont des actes juridiques? C'est ça la question. Et à cette question qui est toute simple, est-ce qu'un accord politique est un acte juridique? On a, je disais tout à l'heure, une chaîne de la doctrine, et d'une manière générale, la tendance serait plutôt au refus du caractère d'acte juridique aux accords politiques. J'aurais donné en plus. On préfère, alors qu'on parle d'accords politiques, d'affranchement, de compromis, mais pas d'acte juridique. Et d'ailleurs, un certain nombre d'auteurs, je ne citerai pas d'autres auteurs ici, mais je me permets juste deux citations pour marquer la chose. Notre collègue Dubois de Baudouchon, à propos justement des accords de Marcoussis, son article qui est réputé maintenant, souligner ainsi ou écrivait, ces accords, je cite, échappent au droit et à l'analyse juridique. Et puis, un autre auteur, plus contemporain en tout cas, qui a écrit plus récemment, écrivait pour sa part que ces accords, je cite encore, ne sont pas au sens strict des instruments juridiques dotés de valeur obligatoire. C'est la tendance presque générale. Et surtout, un autre élément de cette tendance, c'est l'évitement de se poser la question positive. Si elles ne sont pas cela, qu'est-ce qu'elles sont? Qu'est-ce qu'ils sont? Alors, moi je ne souscris pas à cette conclusion, et j'aimerais pouvoir en expliquer un petit peu avec vous. Je ne souscris pas d'abord parce que je ne suis pas convaincu par les arguments qui sont avancés. Ces arguments, en règle générale, sont avancés sur la base ou dans une discussion autour du point de savoir si les accords politiques sont de l'ordre constitutionnel. Et on en parle de coutume ou pas, convention de constitution ou pas. Ça, c'est une autre question que, si vous me permettez, je réserverai pour la question pour le deuxième temps. Mais il y a un autre argument qui est sous-jacent. C'est que ce ne peut pas être du droit,
il ne peut pas s'agir d'actes juridiques, puisque, par définition, ces actes juridiques-là ne sont pas connus dans l'ordre constitutionnel, puisque la Constitution ne les prévoit pas. Et là, on touche, je crois, un point qui me paraît extrêmement pernicieux, un élément qui me paraît extrêmement pernicieux. Dans aucun système juridique, nul n'a jamais eu la prétention de considérer que le constituant énonçait un catalogue de l'ensemble des actes juridiques, que la Constitution épuisait le caractère d'acte juridique. La Constitution saisit quelques actes qui sont en rapport direct avec la constitutionnalité, et en tant que juristes, nous savons tous qu'il y a des actes innommés et qu'il y a des actes mal nommés. Le contentieux, les spécialistes de droit administratif savent très bien qu'il y a un contentieux constat qui est un contentieux florissant, c'est le contentieux de la compétence et de la requalification des actes, parce que précisément, il arrive des moments où l'auteur, pour échapper aux contraintes que le droit peut lui imposer, donne un nom pour attirer un régime qui lui est plus favorable. Il appartient au juge, et il appartient au juriste de rétablir la vérité, de dire ce que vous avez désigné ainsi pour échapper à la contrainte, en réalité, c'est ceci. Et le fait qu'on l'appelle accord politique ne doit pas nous tromper, ou en tout cas ne doit pas entraîner nécessairement une conséquence à laquelle nous nous arrêtons. Et par ailleurs, il y a des actes nommés, et je n'y insiste pas. Surtout positivement, la raison pour laquelle je ne souscris pas à ces analyses qui consistent à faire sortir de l'ordre juridique des accords politiques, c'est que simplement, de mon point de vue, ces accords me semblent correspondre parfaitement aux deux critères majeurs de l'acte juridique. La définition la plus élémentaire, mais en même temps la plus fondamentale de l'acte juridique aujourd'hui, reste encore aujourd'hui une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Peut-on raisonnablement dire que les accords ne sont pas des actes de volonté, des manifestations de volonté? Non. Peut-on soutenir raisonnablement qu'ils ne sont pas dans l'esprit de leur auteur et dans les faits, par la suite, destinés à produire des effets de droit? Non, nous savons très bien, cela a été évoqué hier, que ces accords produisent même des effets les plus puissants de neutralisation de la norme constitutionnelle, d'abrogation parfois de certaines dispositions constitutionnelles. Et donc on ne peut pas, comment refuser à des actes qui ont ces caractères-là, le caractère d'actes juridiques. Alors, il y a le rapport au droit et il y a le rapport à la Constitution. S'agissant du rapport à la Constitution, une fois qu'on a réglé la question de savoir si c'est des actes juridiques, il faut se poser des questions sur la nature de ces actes. Et pour nous, les juristes publicistes, le premier réflexe, c'est d'essayer de raisonner à partir de l'auteur. Les spécialistes de droit constitutionnel et de droit administratif savent que le premier critère de la qualification de l'acte, c'est d'abord de savoir qui est son auteur. Est-ce que c'est une personne privée, c'est une personne publique? Je ne suivrai pas cette voie-là, même si cette voie peut nous amener à des choses très très intéressantes lorsqu'on voit des accords qui sont signés entre des groupes qui sont des personnes privées et qui ont la prétention de pouvoir dominer la Constitution. Mais bon, je ne prendrai pas cet axe-là. Je dirais simplement sur ce point du rapport à la Constitution que, comme tout le monde le reconnaît, comme la doctrine le reconnaît dans son ensemble, les accords dont il s'agit, qu'il s'agisse de l'accord d'Alger, qu'il s'agisse des autres accords, ces accords-là sont des actes matériellement constitutionnels, c'est sûr. En tout cas, ils ont pour objet des éléments qui sont d'essence constitutionnelle, l'organisation des pouvoirs, la distribution, la répartition des compétences entre les différents organes de l'État, l'aménagement du territoire de l'État, etc., etc. Il n'y a pas besoin d'y insister outre mesure. La question qui mérite peut-être de retenir un peu plus l'attention, c'est de savoir si ces accords sont des actes formellement constitutionnels. Et là, la réponse est manifestement non, ce ne sont pas des actes formellement constitutionnels. Je souscris à cette réponse-là, mais en même temps, j'aimerais bien jeter le pavé sur un ou deux points ainsi. Lorsqu'on dit que ces actes ne sont pas formellement constitutionnels, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, autour de la discussion sur le point de savoir si les accords peuvent appartenir au registre de la coutume constitutionnelle.
constitutionnelle, ou si ce peut être des conventions de constitution, et la doctrine presque unanime rejette cette perspective-là. Il me semble que la perspective doit peut-être rejetée, mais je ne suis pas sûr qu'elle est rejetée à partir des bons arguments. Ce n'est pas de la culture constitutionnelle, parce que pourquoi? Et on nous explique que ce n'est pas de la culture constitutionnelle parce qu'il n'y aurait pas d'opinion publique. Ou parce que, pour qu'il y ait coutume, il faut qu'il y ait une répétition dans le temps. J'invite simplement à aller vers d'autres sciences juridiques, en particulier le droit international, pour observer par exemple que la question du rapport au temps est une question qui est traitée par le droit international de façon assez paradoxale. On a d'ailleurs une doctrine qui a été inventée par les pays non alignés, qui est celle de la coutume instantanée. On peut imaginer qu'il puisse y avoir une coutume qui soit qui naisse d'un coup dans un temps extrêmement limité. En tout cas, ces arguments-là ne me paraissent pas décisifs. La manière dont j'entends que les acteurs politiques ne participent pas de l'ordre constitutionnel, c'est que ces acteurs politiques ne participent pas de l'ordre constitutionnel démocratique. Ils ne relèvent pas de la Constitution telle qu'elle est, de nos constitutions qui ont pour référence l'État de droit. Vous avez parlé tout à l'heure de cycle constitutionnel. Il se trouve que les cycles constitutionnels ne sont pas des éléments séparés entre eux dans le temps. Ce sont des éléments qui parfois se chevauchent dans des périodes de transition et de transition constitutionnelle. De mon point de vue, nous sommes dans cette période de transition constitutionnelle où les constitutions démocratiques des États de droit africains en construction se trouvent, ces constitutions-là se trouvent impactées par le retour d'anciennes logiques à travers précisément les accords dont je parle tout à l'heure. Et pour terminer, puisque je n'avais plus le temps de ne pas déclencher mon terme, pour terminer sur ce point-là, donc pour moi il s'agit bien d'actes qui doivent être saisis par le droit pour mieux arriver à un contrôle par le juge constitutionnel, et j'en aurais terminé, si vous me permettez, 2 minutes, Monsieur le Président, sur la question du contrôle de constitutionnalité. Je pense qu'il y a 2 questions que je me porte à poser. Premièrement, comment imaginer que ces accords puissent être saisis par le droit et par l'État de droit? Je pense que là, nous avons une discussion à avoir sur 2 plans. Les accords peuvent être saisis en tant que cible du contrôle. Et là, il faut l'imaginer. Ces accords peuvent être aussi en rapport avec la question des normes de référence. Est-ce qu'un accord peut être une norme de référence? Je crois que d'ailleurs la Cour constitutionnelle du Mali sera, si j'ai bien compris, confrontée à cette question bientôt. Voilà une question qui est importante. Voilà une question qui est importante et qui fait appel, je n'ai pas le temps de détailler, qui fait appel en tout cas à de l'innovation, à notre esprit d'innovation constitutionnelle. Et puis enfin, est-ce qu'un tel contrôle est possible eu égard aux données constitutionnelles dont nous disposons? Je crois que notre cadre, nos cadres constitutionnels aujourd'hui sont assez limités. Ils n'ont pas été créés pour traiter cette phénoménologie-là. Ce n'est pas le lieu de rappeler que nos constitutions n'ont pas été tout à fait rédigées pour ce qui concerne les questions institutionnelles pour régler les problèmes de nos sociétés. Le cadre est inadapté. Le cadre est inadapté, donc il faut inventer, il faut imaginer de nouvelles pistes pour avancer. Et pour conclure, je me demandais si en définitive, si on se place sur le long cours, la discussion que je souhaite voir conclure, si c'est bien la bonne piste. Si cette discussion ne risque pas d'être contre-productive, parce que, après tout, si on mène cette discussion et si on aboutit au résultat qui est de faire saisir les accords par le droit et par le droit constitutionnel, nous aboutissons à un effet de pérennisation de cette pratique-là, de la pratique politique, mais aussi de la pratique juridique. Or, le but me semble être de pouvoir un jour éradiquer de l'espace constitutionnel cette forme particulière d'acte juridique qui, simplement parce que, et je reviens à notre thème, qui est celui de l'état de droit, simplement parce que je n'arrive pas à considérer et à tenir ces accords
pour l'expression de la volonté générale dans nos États. Je vous remercie. Oui, pour réaction. Excusez-moi, je suis en réaction par rapport à cette contribution à je partage cette idée qu'il ne peut pas y avoir de véritable contrôle constitutionnalité ou de rôle fort de la juridiction constitutionnelle s'il n'y a pas un consensus. Vous avez évoqué tout à l'heure la situation de la révolution dans laquelle je pense que nous sommes dans une phase où les citoyens sont en train de se dire ça suffit. Plus jamais ça. Et je pense que le juge constitutionnel a besoin de ça pour pouvoir avancer. Et lorsque vous évoquez la question des accords, j'ai juste envie de dire que c'est une question qui va au-delà de la question de forme. C'est que la question de la bonne foi est une question qui s'adresse à tous les acteurs. Vous avez évoqué tout à l'heure des accords, de nombreux accords sur les mêmes points, entre les mêmes parties. C'est parce qu'il y a en République centrafricaine, on a eu plus de 6 accords, sans compter les mini-accords qui sont signés entre les groupes, entre eux, sans la participation des uns et des autres. Je pense que la question n'est pas au-delà de la question de forme, c'est dans les situations de crise où nous sommes. Nous avons besoin d'imaginer quelque chose qui ne nous mette pas à la merci de forces brutes, qui sont sans légitimité, qui peuvent être sans légitimité, qui parfois peuvent ne pas avoir à défendre même des revendications qui touchent à l'intérêt général. Et nous avons besoin d'imaginer cela d'autant plus que, à mon avis, il y a un effet de perversion. Désolé de le dire comme cela, de perversion du fait de l'influence des institutions internationales et des États étrangers. Vous avez évoqué tout à l'heure les accords de répartition en parlant d'accords internationaux. Je pense qu'il y a l'introduction dans les rapports, nous sommes quand même dans les États. Lorsque nous parlons de constitution, nous parlons de l'acte fondamental d'un État. Dans le cadre d'un État de droit, les rapports sont des rapports de type verticaux, ce ne sont pas des rapports horizontaux, comme entre les États. Nous nous retrouvons avec des négociations qui sont construites sur le modèle du droit international et des relations internationales entre des États souverains qui sont égaux par définition. Nous avons la reproduction d'un certain nombre d'institutions qui ont été imaginées pour gérer les conflits entre les États. C'est la médiation, par exemple, que nous avons dans tous nos conflits, la médiation extérieure, internationale, avec les mots qui vont avec, le différent. Le différent, c'est quoi? C'est un outil qui est entre les États. Et donc, nous avons, d'une certaine manière, dans cette introduction-là, c'est un fait qui n'est pas mineur. Il touche à la racine, parce qu'il touche à la conception que nous faisons de la nature des mesures à y apporter, des conditions dans lesquelles nous l'avons. Et de cette manière-là, on risque la pérennisation de situations que nous voudrions bien n'être qu'exceptionnelles. Parce que toutes les parties auront il suffit de se lève avec des armes pour se retrouver dans la position d'un acteur international négociant avec un gouvernement en tête à tête et il a égal. Donc, voilà, et quelques observations.